chers participants, chers aînés, permettez-moi de vous exprimer toutes mes reconnaissances et également les témoignages de remerciements pour cette sympathie que vous nous avez réservée à l'occasion de cette activité de façon élargie de ce forum. Donc je suis très sensible également à la forte participation des camarades ce soir pour cette thématique. Donc généralement, ce genre de thématiques se tiennent avec un public assez restreint, le plus souvent qui ne dépasse pas une vingtaine ou une trentaine, au maximum une cinquantaine. Mais aujourd'hui, nous avons en face de nous un public qui est assez motivé, qui est assez nombreux et qui est venu pour nous écouter. Je crois que c'est la marque la plus importante que l'on puisse faire à son alter ego. Je suis ravi également de partager ce plateau, si je peux l'appeler ainsi, avec les camarades et amis de lutte, le camarade SG Isaka, SG Marabout et notre cher aîné, acteur de la société civile, dont je connais ou j'ai connu il y a plusieurs années de cela. Je sais que certainement il ne m'a pas reconnu, mais moi c'est un homme que j'ai connu depuis le passé, donc depuis mon passage au lycée, au LDB certainement, quand j'étais encore élève. Donc je suis convaincu qu'il ne m'a pas reconnu, certainement parce qu'il ne m'a pas tenu encore à l'époque là. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'être là, chers camarades. Et je remercie le comité exécutif de l'IENUM pour l'invitation qu'ils nous ont adressée. Je vais aller très rapidement et encore un peu plus, très vite, car je considère que la phase qui est la plus importante, c'est cette phase d'interaction. C'est la contribution des uns et des autres. Si nous nous retrouvions ici ce soir, je pense que c'est pour échanger sur des thématiques qui sont bien précises. Nous ne sommes pas et nous ne nous réclamons pas comme étant des experts de ces thématiques-là. Mais je crois que le minimum d'expérience que nous avons, notre regard du monde, notre lecture de l'évolution du monde, de l'évolution de notre monde et de notre planète, nous impose à ce genre de circonstances de donner notre avis, que nous ne considérons pas comme étant des vérités absolues pour parler comme l'autre, mais que nous considérons comme étant des contributions allant dans le sens d'apporter un plus pour faire notre part, comme l'oiseau colibri. Pour raconter une petite anecdote, c'était dans une forêt, certainement beaucoup d'entre vous connaissent la légende de colibri. Un jour où dans une forêt, il y a eu un incendie qui a envahi toute la forêt. Et les animaux, y compris les plus puissants, étaient totalement désemparés, totalement déboussolés. Chacun ne savait pas où est-ce qu'il y va. Mais à côté, il se trouvait un oiseau qui est très petit, qui est appelé colibri, qui a pris son courage en main et qui partait dans une rivière qui est à côté, qui puisait de l'eau avec son bec, qui est très petit et qui venait pour jeter les gouttelettes d'eau sur l'incendie. Et tous les animaux qui étaient présents se sont demandé, mais colibri, ce que tu es en train de faire là, penses-tu que tu peux éteindre l'incendie qui est en train d'envahir toute la forêt? Donc les animaux en quelque sorte se moquaient de lui, mais l'oiseau colibri a répondu que j'ai fait ma part. Donc j'invite les camarades, tout ce que nous sommes, à faire notre part, à faire notre partition dans l'histoire, dans la construction de notre nation et dans la construction de la société de façon générale et de l'humanité de façon générale. Donc je vais revenir sur la thématique
pour introduire, pour commencer, il nous a été demandé de débattre sur une thématique centrale de ce forum-là. J'avoue qu'il y a encore les effets de la fatigue. Nous avions quitté Niamey hier tardivement dans la nuit et nous sommes rentrés aujourd'hui à 8 heures. Et j'avoue que c'est pareil pour beaucoup de camarades ici présents qui y étaient derrière cette activité pour qu'elle puisse réussir. Donc la thématique centrale tourne autour de la question de la sécurité ou de l'insécurité, la question de la paix, la question de la mendicité. Tous aujourd'hui des fléaux qui s'imposent à notre humanité, qui s'imposent à notre société, que ce soit de façon volontariste ou de façon involontariste, c'est des questions qui s'imposent pratiquement à toutes les sociétés. Je vais revenir un peu plus tard. Mais comme la thématique du jour parle de la question de l'insécurité, permettez-moi de rendre gloire et grâce à Dieu, parce que là où nous en sommes actuellement, il n'y a pas une pluie de bombes, il n'y a pas un crépitement des armes, et de rendre surtout hommage à beaucoup de nos concitoyens qui subissent, au même moment où nous sommes en train de tenir cette communication, qui subissent les conséquences de cette insécurité et d'avoir une pensée particulière à tous ceux-là qui se battent pour que ces fléaux cessent. Et une pensée de façon profonde à nos hommes de tenue qui ont accepté de sacrifier leur vie pour que nous puissions survivre. Donc, chers camarades, peut-être une ou deux observations que j'aimerais passer. C'est d'abord de dire que j'ai fait un constat selon lequel il n'y a pas la participation des camarades filles à cette activité. Et je pense que à l'heure actuelle, il est encore regrettable de le constater que dans nos structures qui luttent pour l'émancipation, qui luttent pour qu'il y ait un certain nombre d'améliorations, que nous constatons qu'une grande partie de la population, à notre sein, souvent, n'est pas concernée ou ne s'identifie pas à travers les activités que nous tenons. C'est un constat d'ordre général, que ce soit à Zender en passant par Maradi, Tawa, en passant par Dosso jusqu'à Niamey et Tillabéri, c'est un constat général. Donc ça, c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit des responsables syndicaux pour qu'ils puissent y mettre beaucoup d'accent par rapport à la participation et à la formation de nos camarades filles. Parce que si on veut y mettre fin à certains fléaux, naturellement, la femme ne doit pas être exclue dans la démarche. Ça, c'est ma conviction personnelle. La deuxième observation qui est sous forme de proposition, c'est à l'endroit du comité exécutif. Il est certes vrai, il y a eu une activité, il y a eu un forum, il y a eu beaucoup de participants, les autorités y étaient présents, les camarades y étaient présents, il y a un agenda, un chronogramme qui est en train de continuer et qui continuera jusqu'à demain, je crois bien. La proposition que j'aimerais faire au comité exécutif de l'UNUM, c'est qu'à l'issue de ce forum, il faut qu'il y ait un rapport établi qui va être très propre et qui va être déposé en termes de propositions à l'égard ou à l'endroit des autorités en charge de la gestion de la cité, pour parler comme les philosophes. Donc, ce rapport doit y faire cas des différentes propositions qui ont été faites et sera considéré comme étant la proposition de l'ensemble des camarades de l'université de Niamey pour éradiquer
de Maradi, excusez-moi du terme, Niamey souvent revient beaucoup trop en tête. Donc, ce rapport peut être considéré comme étant la proposition et la contribution des étudiants par rapport à ces différents fléaux, que ce soit l'insécurité, la mendicité et encore bien d'autres questions. Donc vraiment, je fais cette proposition à l'endroit du comité exécutif de l'UNUM. Je disais tantôt, aujourd'hui, nous sommes entrés, pour parler comme Amin Malouf, dans son ouvrage Le dérèglement du monde, qui disait que nous sommes entrés dans un nouveau siècle sans boussole. Et nous assistons à plusieurs dérèglements à tous les niveaux. Dérèglement climatique, dérèglement sécuritaire, dérèglement intellectuel. Ça qu'il n'y a pas de dérèglement marital si ça existe. Donc j'ai comme l'impression que E.G. Isaac il veut augmenter pour parler le jargon. Donc vraiment nous sommes dans une période où l'humanité est confrontée à beaucoup de situations. Et qu'aujourd'hui, parlant de la sécurité, parlant de l'insécurité, que nous le voulons ou pas, nous sommes concernés. Notre pays est concerné. Dès lors que notre pays est concerné, nous sommes concernés parce que nous sommes les habitants de ce pays, nous sommes les citoyens de ce pays. Et être un bon citoyen, c'est de sentir au plus profond de soi le mal qui assaille son pays, ou les maux qui attaquent ce pays, cette nation. On peut avoir beaucoup de lectures, que l'on soit spécialiste ou pas, par rapport à la question de la sécurité, par rapport à la question aujourd'hui de l'insécurité grandissante, ou si l'on a encore de bons souvenirs au Niger, dans le temps passé, on ne pouvait certes que parler de la pauvreté grandissante, de la question de la mortalité ou de la question de la famine. Mais aujourd'hui, de 2 à 3, passant par 5, aujourd'hui on compte nos morts à plus de dizaines. On était sensible au début quand on dit qu'il y a eu un gendarme qui a été assassiné, 2 ou 3. Nous sommes arrivés à une période où on peut tuer 10, 40, 50, souvent même jusqu'à 100, et que ça vient, ça passe 2 jours après, 3 jours après, les gens vont en débattre, un sujet va retomber, on va oublier pour passer à autre chose. Donc, nous sommes en train de vivre dans nos plus profondes chairs. Aujourd'hui, la question de l'insécurité ou la question de la sécurité, encore qu'il s'agit de l'insécurité, au point où c'est devenu notre quotidien. Nous vivons avec. Un jour ne se passe sans qu'il y ait des attaques. Un jour ne se passe sans qu'il y ait des morts. Souvent, je le vois avec beaucoup de regrets quand il y a ce genre d'attaque meurtrière. L'on se donne le plus souvent à un jeu de dire que non, c'est tel nombre. Il y a ceux qui contestent le nombre et il y a ceux qui donnent encore des chiffres pour dire que non, voilà le nombre qui a été assassiné, que ce soit du côté des amis ou que ce soit du côté des ennemis. Alors même que la mort d'un seul citoyen est une perte pour un pays normal, qui ne marche pas sur la tête, comme le nôtre ou les nôtres. Parce que le Niger est à l'image de beaucoup de pays qui sont aujourd'hui dans la même situation quand on parle de la question de l'insécurité. Encore que c'est un débat qu'il faudra poser avec beaucoup de rationalité et sans mettre une dose de subjectivité et d'émotion. C'est un débat qui est extrêmement sensible.
C'est vrai, on peut remonter cette question à des sources différentes. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit faire un regard croisé par rapport à cette question. Un regard extrêmement important et qui nous amènera à poser la problématique pour évoquer les causes de l'insécurité au sein de nos pays africains. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ces pays, particulièrement les pays de l'Afrique subsaharienne. De la Libye en passant par le Mali, en venant au Niger. Aujourd'hui, même les pays côtiers qui étaient dans le temps passé plus ou moins épargnés sont en train d'être attaqués par cette question. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, également souffre de la question de l'insécurité. Donc je pense que pour solutionner, pour résoudre un problème, il faut d'abord en connaître la cause. La cause de l'insécurité, les deux camarades qui m'ont précédé ont évoqué un certain nombre de points. Ils ont évoqué la question de l'éducation que je trouve très pertinente. Ils ont évoqué la question de la redistribution ou de la question de la distribution des ressources naturelles ou des richesses d'un pays de façon équitable, que je trouve également fondamentale et pertinente comme analyse. Ils ont évoqué un certain nombre d'aspects. Mais moi, je pense que cette question est directement liée à notre sous-développement. Sans même arriver sur la question de la présence ou de la non-présence des bases militaires étrangères. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des pays où il y a la présence des bases militaires étrangères. La première base étrangère américaine, militaire, ne se trouve pas en Afrique. SG Isaac, si je ne me trompe pas, ça doit être quelque part en Turquie. Mais aujourd'hui, la Turquie vit, le citoyen turc vit 10 mois, 10 fois plus, ou bien 100 fois plus que les citoyens nigériens. Pourquoi? Alors que là-bas aussi, il y a la présence étrangère. Donc, pour moi, cette question tire comme source la question du sous-développement. Et dans le sous-développement, on peut intégrer beaucoup de points. Donc, la sous-éducation de nos États, de nos citoyens qui sont très mal formés, extrêmement mal formés. Aujourd'hui, on ne parle même pas de baisse des niveaux, on parle de décadence des niveaux, y compris dans nos universités. Il suffit aujourd'hui de faire un regard critique par rapport à la question, à l'offre de nos formations. Notre système éducatif est sous perfusion, il est alimenté et financé de l'extérieur. Notre question sécuritaire se débattent ailleurs et les décisions se prennent ailleurs. Donc moi je pense que pour mettre fin à cette question de l'insécurité, il faut d'abord créer les conditions pour que nos États soient développés. À l'image des pays de l'Asie, il y a une information, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vérifiée ou pas, mais on nous a toujours dit que dans les années 1930 jusqu'à 1940, les citoyens du Nigeria ont le même niveau de vie, ou a même encore plus de niveau de vie
que les citoyens d'un pays ressortissant de l'Asie de l'Est, donc les nouveaux pays là qui ont facilement grimpé et aujourd'hui qui s'imposent ou qui se sont imposés dans la démarche actuelle du monde. Quand vous prenez un État comme la Thaïlande, le Taïwan, le Singapour, et je vous invite à aller découvrir la révolution singapourienne. Comment cet État s'est développé en moins de 30 ans. C'est tout simplement parce qu'à leur tête, il y a des hommes qui ont des visions, qui ont l'amour de leur nation et qui aiment leur pays. Et cela n'est possible qu'à travers l'éducation. Quand dans notre système éducatif, l'on sera amené à inculquer des valeurs à la jeune génération, à aimer son pays, à aimer sa patrie, nous ne pouvons qu'avoir des résultats positifs et des résultats probants. Donc, j'insiste beaucoup sur la question de l'éducation parce que pour moi, elle est fondamentale. On ne peut pas parler de développement d'un pays sans pour autant parler de l'éducation. Je crois que Joseph Kizerbo l'en a beaucoup évoqué dans beaucoup de ses ouvrages, où l'un des plus symboliques est intitulé « Éduquer ou périr », que j'invite les camarades à y découvrir avec beaucoup de passion et à lire ces ouvrages absolument pour comprendre l'évolution des choses et pour comprendre également la marche du monde. En dehors de cela, il faudra, parce qu'on parle du rôle de la jeunesse dans le maintien de la paix, la sécurité, la lutte contre la mendicité urbaine, la mendicité des enfants. Et je pense que nous avons un rôle à jouer. Et notre rôle est fondamental. Notre contribution doit y être également. Et en tant qu'étudiants, nous nous retrouvons ici, c'est un espace que je considère comme étant un agora. Nous sommes à l'université où l'on doit discuter des savoirs et l'on doit discuter de la science. On ne doit pas être comme les habitants de Kadiro. On ne doit pas être comme eux. C'est-à-dire ceux-là qui, je ne dis pas tous, il y a des bonnes personnes qui y travaillent là-bas, mais également il y a des mauvaises qui ont une référence ou qui ont une image qui est référentielle. Nous ne devrons pas réfléchir comme eux. Nous sommes l'intelligentsia du pays et tant qu'il y a une solution, de la même manière qu'un délinquant de Kadiro va agir, ce n'est pas de cette même manière qu'un étudiant de l'université doit agir. Par exemple, face à une situation de l'insécurité, quelqu'un lui, l'offre qui puisse paraître à son niveau, c'est peut-être aller agir de façon sauvage, excusez-moi du terme entre griffes, sans réfléchir et de poser un certain nombre d'actes. Mais nous, en tant qu'étudiants, ce n'est pas de cette même façon que nous devrons agir. Notre rôle et notre responsabilité, c'est d'analyser les choses. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce problème soit réglé de façon intelligente et apporter des solutions concrètes, que ce soit des solutions immédiates ou des solutions à long terme. C'est ça le rôle de l'étudiant. Par rapport à la question de l'insécurité dans nos États, c'est vrai, il y a des causes, le camarade Marabout les a évoquées, il a évoqué beaucoup de causes exogènes et des causes endogènes. Mais pour revenir un peu plus à nos réalités, les causes sur lesquelles nous pouvons agir, je pense que sont entre autres. Aujourd'hui, quand on parle de la question de l'insécurité, c'est vrai, il y a certains bandits qui circulent ou qui sont animés par d'autres pensées ou
ou par un certain nombre de paradigmes de pensée qui sont inculqués d'ailleurs, qui sont aussi alimentés d'ailleurs. Quand on va aller un peu dans un champ aussi élargi, la question du terrorisme, on sait qu'elle est également financée par d'autres forces obscurantistes qui tirent leur profit par rapport à cette question et qui n'ont aucun intérêt qu'un jour qu'on dise que le Sahel est stabilisé, que le monde est stabilisé. Et qui sont là que pour s'aimer le mal, pour s'aimer le chaos à l'humanité. Parce que eux, c'est là où ils tirent leurs bénéfices. Tant qu'il y a la paix, ils ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que les usines qui fabriquent des armes, les usines nucléaires ne vont pas fonctionner quand l'humanité sera stable. Et je ne pense pas que le marabout Isaac est là. Je ne pense pas si jusqu'à la fin du monde, si l'humanité sera stable. En tout cas, pas notre humanité. Donc, créer les conditions pour que nos États puissent s'en sortir dans cette situation d'ambroglio et que nos États puissent résister et que nous puissions avoir des pays stables qui ne puissent pas céder aux sirènes de l'insécurité. Regardez aujourd'hui, SG Isaka l'a rappelé, et Marabout également. Souvent, ceux-là qui sèment la terreur, même ici aux alentours de la région de Maradi. À Madaroufa, dernièrement, j'ai vu un communiqué où on a perdu même un de nos camarades. C'est des petits voyous qui viennent en moto. Et comme les médias français, les médias européens savent faire de la manipulation, vous allez souvent entendre RFI va parler que les bandits lourdement en moto et on va dire lourdement armés. Souvent, je me pose la question comment on peut être lourdement armé encore en moto. Donc, il y a tout un travail au niveau à l'échelle internationale qui est en train d'être fait, non seulement pour s'aimer de la psychose. Pendant que les petits voyous sur le terrain, ils font leur travail, et les grands patrons qui se trouvent de l'autre bout du monde utilisent leur intelligence, utilisent leurs techniques d'information pour s'aimer de la psychose au sein de notre société, au sein de nos pays. Je pense que on doit y travailler ensemble pour que au moins nos États puissent sortir la tête de l'eau et être également en mesure, être capable d'affronter les autres nations dans le concert des nations au niveau du monde. Et je crois que c'est possible. C'est possible, il nous faut tout simplement avoir une élite suffisamment courageuse et une jeunesse qui serait en mesure de comprendre les enjeux et une jeunesse surtout ambitieuse. Des jeunes qui nourrissent des ambitions. Des jeunes qui, même dans la difficulté, sont en mesure d'affronter les épreuves et de dire que nous sommes capables de les affronter, de les dominer et que nous allons réussir. Les Chinois l'ont fait. Les Asiatiques, de façon générale, ils l'ont fait. Et je pense que ce ne sont pas des hommes qui ont deux cerveaux et que nous en disposons que d'un seul. En termes anatomiques, s'il y a des médecins, je ne crois pas que si un Américain ou un Européen, il a une anatomie différente que celle d'un Africain. Nous en disposons les mêmes prédispositions naturelles. Donc, il nous revient d'être ambitieux. Il nous revient également d'avoir des objectifs et de construire une société qui serait en mesure de faire face effectivement aux défis actuels de l'humanité. Moi, je pense que c'est cela ma conviction personnelle. C'est vrai, sous une autre forme, j'ai une autre lecture de la question de l'insécurité qui va dans le même sens que c'est une question qui aujourd'hui est en train d'être accompagnée, est en train d'être alimentée en complicité
avec nos élites, en complicité avec nos hommes politiques, qui malheureusement ne sont pas en train de servir le pays dignement et ne sont pas en train de rendre service à la société qui pourtant effectivement les a tout donnés pendant qu'ils étaient encore des citoyens qui méritaient l'accompagnement de la République et de la nation de façon générale. J'aimerais, pour aller très rapidement, j'ai prévu de ne pas être trop long. Il y a mes prédécesseurs qui ont parlé de revoir la politique sécuritaire. Là, je suis parfaitement d'accord avec cet aspect-là. Il y a également ceux qui ont parlé de revoir la politique, notre politique internationale. Je suis également naturellement d'accord avec cela, et également notre politique nationale. Et je pense qu'en ce sens, nos gouvernants doivent avoir la notion de la priorité. Nous sommes des États qui encore sont en train de se construire, de se former. Nous n'avons pas les mêmes besoins que les autres États. C'est comme aujourd'hui un individu. Revenons à l'échelle humaine. Un nourrisson n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui, par exemple, est adulte. Donc, revenons à nos réalités. Nos gouvernants doivent avoir la notion de la priorité. Par exemple, aujourd'hui, la priorité dans ce pays, tout le monde le sait, c'est l'éducation. C'est l'éducation des citoyens, c'est l'éducation, l'alimentation des citoyens. Tant que ces deux points-là seront satisfaits, moi je suis convaincu, c'est ma conviction personnelle, elle peut ne pas être réelle. Mais je suis convaincu que tant que nous arrivons à développer ces deux secteurs-là, le secteur de l'éducation et le secteur de l'alimentation, nous n'allons pas effectivement faire face beaucoup à la question de l'insécurité que nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait dans nos États, c'est en complicité souvent avec certains de nos citoyens, avec certains des ruraux qui vivent dans le même village, que les gens se connaissent, leurs parents. Mais ils sont emportés par leur intérêt, souvent parce que c'est des gens qui n'ont ni la connaissance de la religion, qui n'ont ni la connaissance moderne et qui agissent tout simplement de façon animale. Donc, tant que ces personnes-là seront éduquées et qu'ils connaissent également du point de vue religieux, c'est que le message que promet la religion, il n'y a pas une religion de paix que l'islam aujourd'hui. Nous le connaissons tous. Il n'y a pas une religion qui promet la tolérance comme l'islam. Même dans le noble Coran, Dieu l'a dit, quand on tue une seule personne, c'est comme toute l'humanité qu'on a tuée. Donc, de la façon que même Dieu ne joue pas avec la vie d'un être humain. Et que cette personne, qu'elle soit musulmane ou non, la vie de l'être humain est sacrée. Donc, je pense que toutes ces questions-là méritent d'être débattues en tant qu'étudiants et je pense que c'est pour cela que nous sommes ici. Pour finir, j'aimerais aborder avec la question de la mendicité. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi qui est extrêmement importante. Nous assistons aujourd'hui à une question grandissante de mendicité. Partout où que vous soyez, vous rencontrez des mendiants. Souvent, il y a même ceux qui ont le courage, quand tu ne fais pas attention, même sur ton lit, quand tu dors, tu peux voir un mendiant sur ta tête. Il va te dire, donne-moi sadaka. Donc, c'est un fléau aujourd'hui qui gangrène notre société. Moi, rien qu'avant-hier, on était encore à Niamey, assis devant la maison, il y a eu plus de 4-5 femmes qui venaient pour demander de l'aide. Je me suis posé la question, mais pourquoi aujourd'hui on assiste à tout cela? Et je pense que c'est parce que, quelque part, nous assistons à une question qui est là, c'est la question de la pauvreté de façon générale.
Et souvent, l'être humain, personne ne veut mendier. Quand vous voyez l'être humain aller tendre la main pour vous demander quelque chose, c'est peut-être, c'est vrai, il y a ceux qui ont transformé ça comme étant du métier. Mais je suis convaincu que personne ne veut vivre de la mendicité. Il y a ceux qui le font parce qu'ils n'en disposent même pas de quoi manger toute la journée. Peut-être toi, si dans la journée tu as la chance le matin d'aller au resto pour prendre le petit déjeuner, à midi le déjeuner et le soir pour ton dîner, peut-être il y a ceux qui n'ont même pas, dans la matinée jusqu'au soir, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Et c'est ça qui les impose à aller tendre la main pour demander de quoi manger. Et là, sur cet aspect, je crois qu'en tant qu'étudiants, nous avons un rôle extrêmement à jouer. Et ce rôle, c'est quoi? C'est que nous sommes en train d'être formés. Allons au niveau dans le monde rural, essayons la connaissance que nous apprenons à la fac, essayons de les transformer. Essayons de les utiliser pour transformer notre société, à la base. Le sociologue a son rôle à jouer à ce point. Le psychologue a son rôle à jouer. L'agronome également a son rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le monde rural, il y a une mentalité qui est là, qui est rudimentaire, où jusque-là, certains de nos parents estiment qu'ils doivent toujours rester dans le système traditionnel pour cultiver leur terre. Alors que le monde a évolué. La terre qui est cultivable dans le temps passé, qui peut supporter une culture, peut-être à l'espace de 20, 30 ans, une cinquantaine d'années, une terre qui a connu le passage du grand-père au père, au fils et au petit-fils. Je vais conclure avec cet aspect. Je crois qu'à l'espace de 100 ans, cette terre ne peut pas apporter le même rendement qu'elle apportait en 2023 que dans les années 1960 ou les années 1950. Donc, peut-être le rôle du sociologue à ce niveau, c'est d'expliquer, c'est de travailler la société. Le psychologue, c'est de travailler la psychologie dans le monde rural pour expliquer à nos parents qu'il faut effectivement comprendre que le monde a connu des évolutions et il faut s'accommoder avec la modernité. L'agronome de même, il y a des techniques culturelles qui sont enseignées au niveau de la faculté dans nos différentes sections, mais il faut les mettre en pratique. Une fois au village, par exemple, dans un ouvrage que j'ai lu de Jean Ziegler, il disait qu'en Afrique, 1 hectare de terre ne peut produire que 600 ou 700 kg de céréales. Alors que quand on part, par exemple, en Grande-Bretagne ou en Lombardie, 1 hectare donne 10 tonnes. 10 tonnes de céréales. Et c'est les mêmes terres. Et peut-être même l'agriculteur africain déploie plus d'énergie. C'est même pas peut-être c'est comme ça. Il déploie plus d'énergie que l'Européen. Peut-être lui qui quand même jusqu'à la production, il n'a même pas une goutte de sueur sur son front. Il y a ceux qui ne partent même pas au champ. C'est à distance qu'ils pilotent leur champ. Ils ont des moyens, des techniques modernes qui les permettent de développer des techniques agriculturales, leur permettant de développer. Et c'est à travers cela qu'ils arrivent à nourrir leur population et leur peuple de façon générale, jusqu'à transporter les céréales de la Russie en Afrique. Aujourd'hui, avec la crise de la Russie, le monde est en stand-by. L'Afrique aujourd'hui connaît un certain nombre de flambées de prix. Il y a une guerre en Russie et c'est les Africains qui en payent le prix ici au Niger. Il y a une guerre en Russie, en Ukraine, on nous dit que le prix du pain a augmenté. Il y a ceux qui ne le comprennent pas, mais naturellement c'est comme ça, c'est parce que nous ne produisons pas. Tant que c'est les autres qui produisent à notre place et qu'ils nous les vendent, mais nous sommes obligés d'acheter à leur prix. Et très malheureusement, nous, les ressources que nous en disposons, nous n'arrivons pas à les mettre en valeur. Les ressources minières, nos ressources naturelles, dans tous les pays africains aujourd'hui, les ressources naturelles sont source de malheur.
Il n'y a pas un seul pays qui dispose d'une ressource naturelle où quand vous allez vérifier, vous ne trouvez pas qu'il y a une guerre ethnique, une guerre interethnique ou une guerre intra-ethnique ou une rébellion quelque part. Parce que tout simplement, à notre sein, il y a ceux qui ont accepté de collaborer, qui ont accepté, pour utiliser le jargon syndical, d'être des traîtres, qui ont vendu toute la société pour qu'ils en bénéficient à leur niveau personnel. Pour la question de la mendicité aujourd'hui à Maradi, si nos hommes d'affaires dans la région de Maradi en sont suffisamment jaloux de cette région, à Maradi, on ne peut trouver même un seul mendiant qui circule à Maradi. Donc, la question de la féodalisation, de la reféodalisation, souvent n'ayons pas ailleurs. Elle existe même parmi nous. Souvent, je me demande à quoi ça sert d'être un milliardaire et de vivre dans un océan de misère. Tu es milliardaire, tu as un énorme château, tu vis de façon aisée et qu'à côté de toi, il y a une famille qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins, qui n'arrive même pas à manger 2 fois par jour. Et que toi, tu te glorifies par le fait que non, je suis milliardaire et que je dois continuer à l'être. Donc, je pense qu'il y a tout ce travail-là qu'il va falloir à ce que nous puissions faire en tant qu'étudiants pour travailler sur la mentalité de nos citoyens, pour participer à l'éveil de conscience, pour participer au réveil de conscience de l'ensemble de la société. Et je pense que c'est de cette façon et c'est de cette manière que nous puissions apporter le rôle et la contribution de l'étudiant dans la construction et le maintien d'une paix durable, dans la lutte contre l'insécurité et la lutte également contre la mendicité et de façon générale les fléaux. Je terminerai tout comme Isaac, j'ai l'habitude de le faire. Quand je finis les communications, vraiment j'incite beaucoup les camarades à aller lire. Parce que seule la lecture peut nous permettre d'avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine ouverture avec le monde extérieur et qui peut nous permettre de faire des comparaisons. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, fondamentalement, je suis un militant très engagé et panafricaniste dans l'âme, mais il m'arrive souvent de dire que si nous allons accroître notre revenu, permettre à ce que nos pays soient développés, mais que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Amérique, partout là où nous pouvons aller prendre des théories et les amener, qui vont nous permettre de nous développer, alors faisons-le et développons notre société. Donc je terminerai par citer les ouvrages, quelques ouvrages qui vont peut-être permettre aux camarades d'approfondir. J'insiste beaucoup sur Jean Ziegler, qui parle de l'empire du monde, qui parle aussi de même bas sur l'Afrique, des ouvrages de Jean-Marc Ella, qui est aussi un éminent sociologue. L'ouvrage aussi du S.G. Issakarien, qui était sorti, je crois, le mois passé ou le mois surpassé. Donc vraiment, les camarades doivent contribuer à travailler et chacun puisse faire sa partition. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarade S.G. Mohamedou, pour votre brillante exposé. À présent, nous avons une information à passer à l'endroit de la grande base avant de passer le micro au dernier conférencier. C'est la question de la restauration. Il y a la commission à faire